Entre là, les horizons éparpillés, les dédales de mets et de mots, ceux que nous n'aurions pas choisis. Nous qui entrons dans la minute que tout le monde a quittée depuis un siècle, nous qui chantons à plumes cassées, à la nuit levée. Entre là, sous les toits accoutumés, sous les arbres qu'on devine malgré l'ensemble à la nuit tombée, entre ici et là. Quand l'horloge meurt et les sables en traits, en slash, en tirets, en points oubliés, des claviers utiles. Entre là dans mon étoile qui a fleuri quand l'homme nous a quittés. À boire pour le capitaine décapité. Entrer dans le lieu que tu n'atteins pas, s'immiscer parmi les invités dans les salons, les débats, les théâtres et même les cimetières. Arriver là où nous ne sommes pas attendus, et nous n'allons pas. Là, le lieu où n'est allé nul revenant, nul vivant, le lieu qui n'en est pas. Entre la durée et l'espace, entre la loi et la violence, nous n'avons pas encore fait notre choix. L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain. Entre une partie de Battlefield 1 et une lecture des écoles présocratiques, entre la rive et l'eau, entre l'eau et l'eau, entre la rive et la rive, entre une partie de Battlefield 1 et la rive des présocratiques, entre les présocratiques et Battlefield 1, la rivière ou le fleuve, l'eau, le langage, la raison, la discorde et le feu, l'embrasement, entre les brindilles crépitantes et le courant liquide. Bonjour, vous écoutez Comme en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Ce 34e épisode s'intitule Entre là et comme à notre habitude, nous nous promenons dans notre sujet pour dénouer ce qui nous pose problème. Car pour le moment, nous n'arrivons pas à formuler ce problème, nous sommes des idiots, quelque chose nous pose problème, mais nous ne savons pas quoi. Entre là, il faudrait entrer dans la chambre du roi, mais c'est un lieu terrifiant dont on parle. La chambre de Néron autrefois, ou la chambre de François Hollande aujourd'hui, personne n'ose vraiment y entrer. Chambre du pouvoir, chambre ou palais, chambre à coucher ou chambre à gouverner, c'est du pareil au même. C'est un lieu défendu, un lieu pour les gouvernants, et que les sujets, servants, assistants et populaces n'osent pas pénétrer. On marche seulement devant la porte. On attend que quelqu'un sorte par l'entrée, mais on n'entre pas. On est anxieux à l'idée d'y entrer, dans ce lieu qui nous est caché. On n'entre jamais là, on attend ici. Ici, c'est un lieu à la fois intérieur et extérieur. Je veux dire, on n'est pas entré là, c'est ici qu'on attend. Mais à la limite visible de ce qui est invisible, face au mur, face à la porte, la distinction entre le là-bas invisible et l'ici exposé s'estompe un peu. Ici, ce n'est pas la chambre du roi, c'est la scène face aux spectateurs, c'est le lieu public. On est toujours entre là et ici, malgré qu'on ne soit pas entré. Quelque part entre les deux, somewhere in between, quelque part entre ce qui nous sépare, dans une infinie division. L'objet terrible, vraiment tragique, qui est entre ici et là, et qui nous permettrait d'entrer là, c'est, comme nous le dit Roland Barthes dans son ouvrage sur Racine, c'est la porte. La franchir est une tentation et une transgression. La Belette entrait dans un grenier. Demoiselle Belette, au corps long et floué, entra dans un grenier par un trou fort et trait. Elle sortait de maladie. Là, vivant à discrétion, la galande fit cher lit, mangea, rongea. Dieu c'est la vie, et le lard qui périt en cette occasion. La voilà pour conclusion, grâce, m'afflue, et rebondit. Au bout de la semaine, ayant dîné son sou, elle entend quelque bruit, veut sortir par le trou. Ne peut plus repasser et croit s'être méprise. Après avoir fait quelques tours, « C'est, dit-elle, l'endroit me voilà bien surprise. J'ai passé par ici depuis 5 ou 6 jours. Un rat qui la voyait en peine lui dit « Vous aviez lors la panse un peu moins pleine. Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir. Car, je vous dis là, l'on le dit à bien d'autres, mais ne confondons point, par trop approfondir, leurs affaires avec les vôtres. » Alors je vous lis maintenant un passage assez court, rassurez-vous, de la recherche du temps perdu, plus précisément dans le côté de Guermantes.
qui est le 3e tome de La Recherche du temps perdu de Proust. Après quoi, on va essayer d'en dire quelque chose. Mais vous allez voir où je vais en venir, à la fois par rapport à notre sujet, on va dire de manière un peu à la lettre, et puis dans l'esprit du podcast, de ce que j'ai parfois dit dans d'autres épisodes, il y a des choses qui devraient faire écho, vous marquez vous aussi. Dans les livres de Bergotte que je relisais souvent, ces phrases étaient aussi claires devant mes yeux que mes propres idées. Les meubles dans ma chambre et les voitures dans la rue. Toutes choses s'y voyaient aisément, sinon telles qu'on les avait toujours vues, du moins telles qu'on avait l'habitude de les voir maintenant. Or, un nouvel écrivain avait commencé à publier des œuvres où les rapports entre les choses étaient si différents de ceux qui les liaient pour moi, que je ne comprenais presque rien de ce qu'il écrivait. Il disait par exemple « Les tuyaux d'arrosage admiraient le bel entretien des routes », et cela c'était facile, je glissais le long de ces routes, qui partaient toutes les 5 minutes de Briand et de Claudel. Alors, je ne comprenais plus parce que j'avais attendu un nom de ville, et qu'il m'était donné un nom de personne. Seulement, je sentais que ce n'était pas la phrase qui était mal faite, mais moi, pas assez fort et agile pour aller jusqu'au bout. Je reprenais mon élan, m'aidais des pieds et des mains pour arriver à l'endroit d'où je verrais les rapports nouveaux entre les choses. Chaque fois, parvenu à peu près à la moitié de la phrase, je retombais comme plus tard au régiment dans l'exercice appelé portique. Je n'en avais pas moins pour le nouvel écrivain l'admiration d'un enfant gauche et à qui on donne 0 pour la gymnastique, devant un autre enfant plus adroit. Dès lors, j'admirais moins Bergotte, dont la limpidité m'a paru de l'insuffisance. Il y eut un temps où on reconnaissait bien les choses quand c'était Fromentin qui les peignait, et où on ne les reconnaissait plus quand c'était Renoir. Alors je ne sais pas si c'est évident, les raisons pour lesquelles je vous lis ce passage sont évidentes, mais je vais essayer d'en dire quelque chose, parce qu'il y a 2 choses que je voudrais au moins marquer là, par rapport à cette lecture. Bon, d'abord, c'est un passage de Proust que j'aime beaucoup, et qui m'avait, moi, marqué, qui avait retenu mon attention, et que j'avais gardé dans un coin de ma tête. Hélas, j'ai eu vraiment du mal à le retrouver parce que je ne l'avais pas marqué le passage, je l'avais pas surligné, je l'avais pas noté, puisque c'est dans... donc c'est dans Du côté de Guermantes, qui est le 3e tome de La Recherche. J'ai ça dans une vieille édition, je vais pas dire... originale dans son fonctionnement, c'est-à-dire qu'elle est en plusieurs livres, c'est pas un gros pavé. Le côté de Guermantes fait 2 livres, il me semble, sur mes étagères, et puis c'est vraiment du vieux papier, j'ai pas osé corner, mettre un coup de stylo. Et je dis ça parce que c'est pas inintéressant, enfin, je sais pas, j'ai envie de vous parler un peu je vous parle pas souvent de mon expérience de lecture, parce que tout le monde lit, tout le monde dit, vous pouvez lire vous aussi, et, une expérience vaut-elle mieux qu'une autre? C'est pas vraiment le sujet là, c'est pas tellement de dire que je lis de manière brillante, c'est pas tellement le propos, puis c'est pas ce que je pense. C'est plutôt par rapport à ceux qui, donc là ça s'adresse vraiment à une seule catégorie d'auditeurs qui auraient des craintes en fait, ou des mauvaises expériences par rapport aux autres, souvent je pense à des jugements qui viennent d'ailleurs, sur sa capacité à lire, comme si c'était une compétence à mettre, je sais pas, sur son CV ou sur son profil. Vous voyez, j'aime la lecture, j'aime lire, j'aime la littérature, comme si c'était vraiment un truc, une caractéristique. Moi, ça me semble pas vraiment comme ça, mais bon. Tout ça pour dire que, je dis ça parce que sur des auteurs comme Proust et Victor Hugo, j'ai quand même souvent entendu, malheureusement j'ai aussi entendu l'inverse, dans de mauvaises intentions je pense, c'est-à-dire le fameux « Ah, c'est difficile à lire ». En plus, Proust, on peut difficilement se cacher derrière le fait que on a appris ça à l'école et c'était dur et c'était ennuyant, vu que personne ne lit Proust à l'école et que très peu de gens lisent Proust en général, même après. Ça arrive de temps en temps dans le métro de croiser quelqu'un avec un volume de la recherche, mais c'est super rare en fait quand on y pense, et je connais plein de gens qui souvent disent c'est un peu un refrain connu quoi, un peu de dire je lirai ça à la retraite, parce qu'effectivement ça fait beaucoup de livres sur une étagère, et que si on veut lire ça attentivement, moi je crois que ça m'a pris vraiment quasiment 2 ans, je pense que ça m'a pris 2 ans,
Alors ok, j'ai lu d'autres choses peut-être en attendant, enfin à certains moments, de manière simultanée, mais n'empêche que je crois que ma lecture consciencieuse du texte m'a pris 2 ans. J'ai aucune honte à dire ça, enfin je lis lentement en général, la plupart des choses que je lis, qui sont des choses que j'aime beaucoup, et j'ai pas l'intention, je ne lis pas une histoire. Donc c'est un témoignage que je vous dis là, c'est une expérience de lecture, pour vous dire que quand je l'ai lu, c'est parce que je me sentais prêt, j'avais lu d'autres choses avant, je m'étais même fait une sorte de préparation, j'avais lu d'autres textes avant, d'autres auteurs, un peu de Proust, comment il écrivait dans ses critiques de la critique d'art, on a parlé de ça un peu dans l'autre sujet, dans le précédent podcast. Tout ça pour vous dire, parce que c'est un peu du baratin, c'est vrai ce que je raconte, mais c'est pour vous dire que il y a un moment où les choses sont faisables, et avant c'est trop tôt, voilà. Donc faut pas craindre, se dire tel texte est inaccessible, vous savez, parce que c'est chiant, parce que on se cache souvent derrière plein de jugements, des préjugés qui sont faux, forcément, et en plus qui devraient pas nous atteindre, parce que souvent je pense qu'ils viennent pas du tout de nous ou d'une expérience, ils viennent d'une image, on a une image de Proust, on a une image des textes de Victor Hugo, on a une image de Balzac. Bon, et je dis ça, j'ai connu aussi des gens, beaucoup moins, mais j'ai croisé des gens qui prétendaient avoir lu certains textes. On voit ça en philosophie avec des textes comme la critique de la raison pure. On voit ça par rapport à la littérature, par rapport à des gens qui disent qu'ils ont lu toute la recherche, et qui, après, quand on entend ce qu'ils en disent, on se dit qu'ils n'ont pas lu, ou alors qu'ils n'ont pas lu consciencieusement, et qu'ils se sont fait happer par d'autres facilités, d'autres mesquineries, parce que ça sert à rien en fait de lire un résumé de Proust, un résumé de Kant, et le passage que je viens de vous lire, c'est quand même, c'est pas pour rien, je pense que les deux d'ailleurs les deux aspects du sujet sont dans le même texte, c'est-à-dire à la fois le fait qu'on nous parle de rapport entre les choses, je vous rappelle quand même dans le passage que c'est parce que là j'arrête pas de baratiner le texte, vous allez devoir le relire ou le réécouter pour savoir ce que j'ai raconté, donc c'est par rapport à une sorte de transition où avant le narrateur aimait beaucoup un auteur qui est appelé Bergotte dans le roman, mais c'est pas un auteur réel, c'est pas un vrai écrivain, mais dans la recherche du temps perdu, il y a beaucoup de personnages comme ça qui ont été nourris par d'autres personnages réels, mais bon, vous voyez, c'est un écrivain, il n'y a pas de nom, même Guermantes est une ville qui existe, mais il y a des personnages dans le roman de la noblesse de Guermantes, ces personnages-là n'ont pas existé réellement, et Proust s'en fout, il écrit son texte. Mais ce qui est intéressant là, c'est que donc on nous parle de rapport entre les choses. Proust, le narrateur dit que jusqu'ici, il aimait un écrivain parce qu'il reconnaissait finalement ses rapports aux choses qu'il avait déjà en lui, des choses connues, il reconnaissait. Donc il aimait. Moi j'ai connu ça, je sais pas si vous avez connu ça, il y a des auteurs. Moi ça m'est arrivé surtout au lycée. C'est valable aussi en philosophie, vous vous sentez proche d'un auteur, d'un écrivain, parce que finalement vous avez déjà cogité un petit peu avant d'avoir lu des choses qui y ressemblent, vous les voyez beaucoup mieux formulées, heureusement, parce que voilà, à 15-16 ans vous avez paressé, on va dire, et vous n'avez pas écrit des choses comme Nietzsche en a écrit, ou Proust, mais vous les voyez arriver sous le nez, et vous dites, mais c'est exactement, des choses auxquelles j'ai déjà pensé, c'est formulé comme moi je le formulerais si j'avais été un petit peu plus intelligent, ou si j'avais eu plus de temps, si j'avais consacré ma vie à écrire des choses sur le sujet. Vous voyez, vous reconnaissez votre manière de sentir les choses, de les percevoir. Donc, vous les appréciez au début. C'est comme ça qu'on peut... c'est ce que le narrateur, je pense, l'a décrit, cette expérience où il était content de lire Bergotte, il le lisait souvent, il le relisait parce que c'était aussi clair de lire les textes de Bergotte étaient aussi clairs que ses propres idées. Voilà, c'était des choses familières. Et quand il découvre un nouvel auteur, peu importe qui l'a, je vous mettrai des liens, si ça vous intéresse, vous me posez la question, et puis je peux compléter l'article sur le site de du podcast.
Mais voilà, il découvre un nouvel auteur qui, lui, écrit des choses où les rapports entre les choses sont différents. Ces rapports-là, il ne les avait pas pensés avant. Et c'est tellement nouveau, ces rapports sont tellement différents que ce qu'il avait l'habitude de reconnaître, qu'il ne les comprend pas. Et ça, moi je trouve ça génial d'avoir ce passage où on a d'un côté l'idée de rapport entre les choses et de l'autre l'idée de ne pas comprendre ce nouveau rapport entre les choses. Parce que finalement, on peut peut-être se dire que c'est un peu le vif de mon sujet là, c'est qu'il est question de rapport entre les choses tout le temps, de penser des rapports entre ceci, des rapports entre cela, des rapports entre des auteurs. Alors moi j'ai tendance à penser que c'est très philosophique cette chose-là, ce qu'il nous dit à la fois, on pourrait évoquer l'étonnement philosophique, le fait de ne pas... et puis on parlait de Nietzsche et tout ça, mais sans faire le malin, on peut simplement voir qu'il nous parle d'une expérience là d'étonnement, de non-compréhension et d'effort, puisqu'il va justement, il nous dit que ça va être un effort, qu'il va falloir s'élancer, qu'il va falloir reprendre son élan, s'aider des pieds et des mains, pour arriver à un endroit. Donc c'est intéressant, puisque vous allez peut-être écouter le prochain podcast sur les 1000 chemins et le sortilège pour y conduire, etc. Bon, je vous ai parlé souvent de ce lieu, de cet endroit, le chemin, etc. On a parlé de plusieurs choses, des fractions du réel, etc. dans d'autres épisodes. Je pense que c'est un petit peu lié à tout ça. Il va nous rappeler qu'il y a... que d'un coup on a un sentiment, et il nous parle pas de honte là, d'humiliation, de culpabilité, il nous parle d'être faible en fait, d'être pas à la hauteur et de devoir faire des efforts pour aller vers la compréhension de ce nouvel écrivain et donc penser de nouveaux rapports. Franchement, je sais pas quoi ajouter, je sais pas ce qui se dit dans la littérature secondaire, les commentaires. Mais ça, c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une chose qui me paraît importante, plutôt que de ne pas lire Proust, par exemple, mais on pourrait dire ça de plein d'écrivains et de plein de philosophes, se réfugier derrière le discours des gens qui commentent, ça me paraît une très mauvaise démarche, pour vous, en fait, parce que les écrivains, la philosophie, peut-être des fois ça peut faire peur parce qu'on se dit c'est des philosophes, c'est des gens qui sont perchés, c'est un niveau, c'est le summum, c'est des Jedi, c'est des maîtres Jedi, des maîtres penseurs. On a une image comme ça un peu d'homme au-dessus de, vous voyez, au Panthéon avec une vieille barbe, je sais pas. On a peut-être des images, des représentations quasi picturales comme ça, un peu flippantes. Mais des écrivains, on devrait même pas avoir cette peur. Donc des gens comme Proust, des gens comme Victor Hugo, on devrait s'en faire des amis, en fait. On devrait se dire, putain, ces gens, ils ont écrit des romans incroyables, parfois des volumes conséquents, quoi. Il y a du texte, il y a de quoi lire chez Proust, il y a forcément une idée de générosité, enfin en tout cas d'avoir donné, livré au monde une œuvre, quoi. Allons-y, plutôt que de lire 25 pages d'un mec qui prétend finalement mieux... Enfin, alors c'est vrai qu'avec un écrivain, c'est quoi ? Prétendre résumer, prétendre mieux expliquer, mais parce qu'en philosophie, c'est souvent ça le problème, c'est que quand on lit un commentaire, on se dit quoi ? Que la personne pense qu'elle va mieux expliquer ce que le philosophe a écrit, puisque le philosophe, en général, il écrit pas sous LSD, il écrit pas de manière hyper métaphorique, ça peut être compliqué à lire, mais comme Proust nous décrit son expérience avec ces nouveaux auteurs là, qui découvrent avec des nouveaux rapports, pourquoi essayer de trouver des phrases qui vont simplifier la compréhension de ce truc-là ? Ça me semble être une très mauvaise démarche, mais bon, après, là, encore une fois, j'ai tendance à casser du sucre sur la vulgarisation, l'espèce de discours qu'on peut avoir autour d'écrivains et autour de philosophes, et c'est ce que j'essaie de pas faire. J'essaie de vous lire un passage, de toucher 2-3 choses, mais après, allez-y, et là, je vous redis de ne pas avoir peur en fait de Proust par exemple, et d'aller le lire quoi. En fait c'est dommage d'avoir cette c'est une chance en fait en plus d'avoir accès à des textes comme ça en VO. On les lit en français, on lit la langue de Proust en français qui est une langue absolument incroyable, qui nous aide à comprendre des choses sur la langue elle-même et à mieux écrire après, c'est en lisant et en écrivant qu'on écrit mieux. Donc pourquoi
se priver de milliers de pages en fait, parce que c'est pas une question on est trop attaché aujourd'hui à une idée d'histoire. Oh, vous savez, la recherche, cette histoire ne m'intéresse pas. Ou alors, au contraire, hein, même, ça m'intéresse vachement toute cette histoire, j'aime beaucoup les personnages, la psychologie, ce qui leur arrive. Ça me semble vachement suspicieux comme approche d'un texte que d'en retenir simplement l'histoire. L'histoire était sympa, l'histoire ne m'a pas plu. Il y a plein de choses, et il y a beaucoup d'autres choses. Dans Proust même, c'est que autre chose, parce que si on résume effectivement ce qui s'est passé, on a envie de dire, je pense qu'on s'arrête au bout de 2 minutes et on dit bon, peu importe, c'est pas très important, parce que c'est vrai qu'il se passe, il y a 2-3 moments importants dans la vie du narrateur, dans cette espèce de mémoire là, mais il n'y a pas de choses, de péripéties exceptionnelles, quoi. C'est pas épique, donc quand on raconte, je pense que c'est un peu monotone, quoi. Ou alors faut tout de suite faire le focus sur des histoires d'amour, de trucs un peu chelous à raconter, en tout cas, qui prêteraient à rire peut-être, j'en sais rien. Mais sinon, ça n'a aucun sens. Donc, encore une fois, tout ça, ce sont des invitations à lecture. Je vous avais dit ça sur Victor Hugo. Alors, c'est vrai que les passages que j'avais lus de L'Homme qui rit étaient peut-être mieux choisis, par exemple, pour vous essayer vraiment de vous faire sentir à quel point ce sont des textes magnifiques. Là, l'idée n'est pas de faire un épisode sur Proust, donc je vous ai pas choisi un passage exceptionnel, je vous ai juste lu un passage qui était en lien avec notre sujet, et je trouve que c'est bien tombé, parce qu'en plus je trouve que ce passage est exceptionnel. Et bon, je dirais pas que on n'en trouve pas beaucoup des passages comme ça, mais c'est quand même le cas en fait. Pourtant il est tout simple. C'est ce que j'aime beaucoup chez Proust personnellement, c'est sa simplicité. Alors qu'on dit que ce sont des phrases tellement longues, tellement compliquées à lire, c'est archi faux en fait. Je comprends pas que les gens disent ça, que des gens disent ça à la télé, des journalistes ou autres, qu'on se pose des questions sur la longueur des phrases de Proust, ça n'a aucun sens en fait. C'est une langue fluide, très simple, et en plus je trouve que justement à certains passages, peut-être que oui, effectivement, il y a des phrases qui sont longues, etc. Bon, bref, c'est du non-dit de dire ça en fait. On n'a rien dit, mais des fois il y a des phrases qui sont même dans leur tournure beaucoup moins travaillées que les autres, qui ressortent comme presque de l'oral. Et ça, j'aime beaucoup voir ça chez certains auteurs, parce que ça nous montre à quel point c'est pas des automates, quoi. C'est pas des robots, ils ont pas un style en fait. C'est une autre recherche. Et que ces phrases-là sont peut-être moins travaillées que les autres, j'en sais rien, mais elles disent autre chose. Elles apparaissent comme ça, vachement modernes. On a l'impression que Proust nous met une tape sur l'épaule et il utilise un peu, pas de l'argot, hein, mais ça va pas jusque-là. Il n'y a pas d'erreur de français dedans, mais c'est des formules comme nous, on pourrait en écrire quand on fait pas de fautes partout. Donc c'est plutôt... voilà, je préfère finir cet épisode finalement sur une touche note un peu comme ça, et reprendre à l'occasion cette idée. De toute façon, on l'a fait filer là depuis quelques épisodes, hein. J'appelle ça entre là aujourd'hui dans ce podcast, mais on a appelé ça dans la poche finalement il y a 2 semaines. On appellera ça les 1000 chemins dans 2 semaines. Bon, il s'agit pas de faire un exposé, il s'agit de... Alors c'est vrai je suis paresseux et je pourrais lier les choses beaucoup mieux, mais bon, c'est comme ça que ça se fait. C'est une question de temps aussi, c'est une question de recherche, hein, parce que retrouver ce passage que je voulais retrouver même moi personnellement, ça m'a pris du temps, donc de relire, parce que je trouvais pas, j'ai cherché sur internet même, j'ai mal cherché, du coup après j'ai réussi à le retrouver, je me disais ah oui, en fait au niveau des mots-clés c'était pas si facile que ça, parce que quand je cherchais Bergotte, autre auteur, nouvel auteur, c'était pas si évident, mais bon bref, ça c'est... anecdote. Sinon, bah écoutez, on va finir. Ce sera une sorte une rubrique exceptionnelle, parce que ce sera pas une nouvelle rubrique, mais j'avais envie de vous dire 2-3 trucs alors sur Netflix. Ouais, vous voyez, on est tombé bas. Sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Samouraï Gourmet. En fait, c'est l'adaptation d'un manga. C'est une série japonaise, et ça me semble pas mal en fait. Je sais pas si c'est de vous la recommander, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment une série japonaise, au sens où tu vois que ce sont des acteurs japonais, c'est réalisé par des japonais, c'est en japonais, c'est sur la culture japonaise, enfin en tout cas la cuisine japonaise. Alors si vous aimez bien la bouffe, et en particulier la bouffe on va dire asiatique de manière large, ou
fin connaisseur de la cuisine japonaise, vous allez adorer. Il y a d'autres séries, d'autres mangas et des séries avec des... Là, c'est une série avec des acteurs, hein, des gens qui sont là, des comédiens, tout ça. Il y a d'autres séries là-dessus sur la bouffe avec des épisodes des fois de 20 minutes où le personnage reste finalement il cherche un restaurant. Il y a un truc qui s'appelle le gourmet solitaire, je crois. Je crois que c'est ça, je sais plus, j'ai oublié. Le gourmand solitaire, je sais plus, c'est quelqu'un qui m'avait conseillé cette série, on a regardé l'autre fois, j'ai trouvé ça super, merci à toi Uwe. Donc il y a d'autres séries dans ce genre-là. Celle-là, bon, elle est sympa, puis en plus elle est assez douce. C'est un peu à la japonaise, c'est-à-dire c'est très cliché ce que je vais dire, mais il y a même des trucs qu'on aurait tendance à trouver appliqués dans une autre ambiance, dans un autre style, on trouverait ça inacceptable. Je vais vous faire un exemple très simple, c'est le deuxième épisode de Samouraï Gourmet. C'est par rapport au ramen, quoi, la soupe de nouilles là, avec de la viande ou d'autres choses, du soja là, en l'occurrence, je crois, dans la série. Et le personnage principal se rend parce que tous les restos où il veut manger, boire son ramen, manger, ouais, on peut dire. En chinois, par exemple, on ne boit pas une soupe, on mange la soupe parce que la soupe, c'est pas vraiment la soupe à la française, genre broyée au mixeur toute liquide. Donc on dit manger. Là, il y a la queue devant tous les bons restos de ramen. Il est dégoûté, il va dans un resto chinois tenu par une chinoise, une vieille dame chinoise. Et en gros, il trouve ça dégueulasse. Et il y a un côté un peu... si on transpose ça en France, par exemple, genre un bon petit Français veut manger une côtelette, je sais pas, une côtelette de porc avec des frites, ou même un steak, allez, on va dire. Un steak avec des frites, et qui va dans un restaurant marocain, et qui demande son steak, que ça lui plaît pas après, qu'il arrête pas de dire ouais, enfin franchement c'est... Bon, après dire que le steak frites c'est l'essence de la cuisine française, ça serait un peu, voilà. Mais enfin voilà, il y a un côté... Et c'est assez méprisant en fait, et en France ça passerait pas, et je sais pas pour dire que du coup ça devrait pas passer au Japon, c'est pas ça, mais c'est aussi... Peut-être... je dis pas que c'est raciste là dans l'occurrence, mais c'est un peu si vous connaissez les mangas ou des séries japonaises, vous savez que des fois c'est un peu touchy quand même, ça vire au patriotisme un petit peu bas du front, un peu à l'américaine hein, finalement. Et je pense qu'il y a des films américains où on veut bouffer un burger et on va au mauvais endroit et on se plaint du burger. En France, je pense qu'on a du mal à rire de ça pour certaines raisons. Mais là, voilà, il y a un deuxième épisode un petit peu comme ça, qui, lui, m'a fait un peu grincer des dents. Genre, en fait, c'est la série, du coup, à travers la bouffe, évoque des sujets de société, la jeunesse, etc. Enfin, voilà. J'ai pas tout fini encore, mais en fait, je trouve que c'est une bonne expérience, parce que ça fait voyager un petit peu, et qu'on découvre, là, justement, de nouveaux rapports aux choses. C'est pas des choses... On est en situation, en position de s'étonner un petit peu, de se dire tiens, je comprends pas exactement finalement. Soit on croit comprendre, comme dans le passage de Proust, là on pourrait revenir à ça. L'idée c'est qu'il aurait pu simplement lire bêtement sa phrase du nouvel écrivain qui dit avoir découvert, et dire bon bah j'ai compris. Mais en fait, de pas avoir senti que ce rapport dont ce nouvel écrivain parlait, ce nouveau rapport dont il était question, il ne le comprenait pas. Et là, c'est la force de l'écrivain, de l'être sensible, hein, d'avoir un recul par rapport à ça, de son expérience, et de se dire, mais en fait, non, je ne comprends pas ce que je suis en train de lire, ou de voir, ou d'essayer de penser, etc. Et de faire l'effort après, de ne pas rester comme ça, aveugle, incompris. Si vous avez vu d'autres épisodes de Camp en passant, vous savez que notamment le premier, le deuxième sur Moby Dick, c'est ce dont il est question, hein, et Moby Dick est ce qui échappe à ma compréhension. Donc voilà, Samouraï Gourmet, Proust. Et pour finir, deux petites dernières choses. Un documentaire qui est aussi sur Netflix, qui date de l'année dernière, ça dure 1h19, c'est jouable. Ça s'appelle Skyladder, The Art of Tsai Quotient. C'est un artiste, j'ai du mal de le prononcer, mais tant pis, j'ai fait ça vite pour pas parce que j'ai oublié comment ça se prononçait, mais bon bref. C'est Tsai, je pense, hein, Tsai, je sais pas si c'est le premier ton, deuxième ton, troisième ton, quatrième ton, désolé. C'est écrit CAI, voilà, CAI, ça se dit Tsai, bon. C'est un artiste chinois
qui fait des feux d'artifice. Mais comme vous en verrez peut-être jamais, moi j'aimerais bien voir du coup déjà en image sur son écran, c'est incroyable, mais en vrai ça a l'air d'être ouf. En fait on dirait presque des phénomènes météorologiques, tellement c'est incroyable ce qu'il fait en général. Il y a plusieurs aspects de son travail. Bon, c'est un artiste qui vit aux États-Unis maintenant, je crois qu'il est à New York, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un beau documentaire. Voilà, ça peut franchement vous intéresser. Je sais pas si vous faites des trucs et des machins liés au graphisme, à l'art en général, ou bref, autre, ou si vous connaissez déjà, tant mieux pour vous. Moi, je connaissais pas avant. Merci encore Hué d'ailleurs, décidément. Et donc, dernière chose, rien à voir là pour le coup, à part que c'est toujours lié à l'Asie, c'est le jeu vidéo Nier Automata. J'ai envie de dire merci Mehdi de Je Game Moi Non Plus, parce que bon, j'avais vaguement quand même pas mal. J'avais envie de revenir vers des jeux vidéo, on dit des JRPG, des jeux vidéo, des jeux de rôle japonais. C'est tout un genre, vous savez, les Final Fantasy, etc. Et justement, je me disais, est-ce que je vais faire le Final Fantasy 6 par exemple? Ceux qui savent sauront. C'est genre le JRPG quasiment apparemment le plus populaire. Enfin, j'ai l'impression. Et moi, j'ai pas joué à Final Fantasy depuis le 7. Je crois que j'avais fini le 7 il y a longtemps, maintenant. J'ai joué au 10, je crois, un peu vaguement. Je sais même pas si je l'ai fini, ça remonte à loin tout ça. J'ai fait 2-3 trucs, j'ai oublié les noms. Et je m'étais repris là d'ailleurs Tales of Symphonia, un truc comme ça. J'ai commencé un petit peu, mais c'est bon, si j'étais prêt, mais bon, ça prend du temps ces trucs-là. Et là, il y a Nier Automata. J'avais jamais joué à Nier, l'original. J'en entendais souvent parler dans Jeux Game Moi Non Plus, justement. J'en profite pour faire un coucou à la fois à Mehdi et à Fred. Et là, j'ai acheté une manette d'ailleurs pour jouer à ça, parce que au clavier c'était un peu touchy. J'ai regardé une vidéo qui testait le jeu et qui disait ouais, n'y jouez pas au clavier. Et j'ai compris pourquoi, et j'ai acheté une manette. Et là c'est mieux. Et en fait, si vous connaissez pas c'est du tout les jeux vidéo, enfin, si vous avez une vague idée de tout ça de loin, ça peut être pas mal. Regardez un petit peu, comme ça vous verrez au moins l'ambiance et la musique. Il y a des musiques de dingue dans ce jeu, une ambiance superbe. Après, effectivement, si vous n'avez pas le jeu vidéo au sens où vous n'avez pas à jouer, parce que c'est des combats, des trucs comme ça, mais enfin il y a plus que ça dans Nier Automata. Ce serait peut-être pas mal Après, je vais pas faire un épisode je vais pas parodier ceux qui font super bien ce boulot, que ce soit Jeux Game Moi Non Plus, c'est vrai que je vous en parle souvent. Voilà, j'ai découvert d'autres podcasts grâce à Mehdi, ils sont vachement bien. Tartine Mécanique, je vous le note, j'ouvre mon petit podcast. Tartine Mécanique, c'est vachement sympa. Ça rentre un peu dans le détail du game design. Et puis Cozy Corner aussi, ils sont bien faits, ça m'a bien fait marrer de découvrir ça, j'aime beaucoup. Il y en a d'autres, mais pour l'instant j'ai écouté que ça. Playdead, je vous en ai déjà parlé ou pas? Ça c'est un podcast que j'aime bien aussi. Alors celui-ci il est en anglais, faut vouloir écouter, être prêt à écouter de l'audio en anglais, mais c'est des épisodes assez court, et ça tout tourne autour de la mort dans le jeu vidéo, comment c'est traité, qu'est-ce que c'est, parce que vous savez, le fameux game over, votre personnage est détruit, souvent c'est ce qui a conditionné quand même l'expérience de jeu, le fait de devoir survivre, de pas perdre son personnage, il y a des vies, l'histoire d'avoir une vie, une barre de vie, des cœurs, tout un tas de trucs, enfin bref, c'est intéressant, ça m'intéresse en tout cas. Voilà. Allez, je vous remercie. Si vous avez des questions, des trucs, des commentaires, des remarques, n'hésitez pas. Je vous ai dit dans 2 semaines. J'ai fait un lapsus tout à l'heure d'ailleurs. Dans la poche, c'était pas il y a 2 semaines, c'était 1 mois. Maintenant, ça passe vite. Dans 2 semaines, normalement, si tout se passe bien, un autre épisode consacré aux 1000 chemins et aux sortilèges qui conduit. Voilà. Et si vous voulez vous abonner au podcast, que ce soit sur YouTube, si vous préférez avoir ça YouTube, ou sur iTunes, PodCloud et autres, allez-y, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous avez aimé le podcast, si vous voulez le soutenir de cette voie-là, c'est-à-dire un peu aider à son référencement sur iTunes, n'hésitez pas, c'est toujours cool. Et puis, si vous avez Twitter, n'oubliez pas, Comment Passant, c'est super simple de trouver, personne d'autre ne s'appelle Comment Passant, visiblement, donc c'est cool, autant en profiter, vous me trouverez facilement sur les réseaux sociaux. Et franchement, n'hésitez pas à me suivre déjà, et puis à m'envoyer un petit commentaire, tout simplement. Merci, à très bientôt.